Bonjour. Comme vous le savez, nous sommes dans une période un peu singulière et avec le coronavirus et les risques sanitaires encourus, nous ne pouvons pas avoir une journée mondiale comme toutes les journées mondiales. Donc nous avons décidé, afin de marquer le coup cependant, d'interviewer tous les intervenants. Avec notre vidéaste François Viguier, nous sommes partis donc interviewer le docteur Pierre Lemarquis, neurologue et neurophysiologiste, Madame Colette Roumanoff en Avignon, Madame Koundé, Muriel Koundé-Boer, dont la thèse porte sur les différentes solutions pour aider les malades d'Alzheimer et leurs aidants dans l'Aude et tout particulièrement dans le secteur Trèbes-Capendu. Et enfin, Madame Escale, qui est responsable au conseil départemental des solutions familiales d'hébergement, qui sont une solution très intéressante et qui est souvent mal connue. Et afin que tout le monde puisse être informé, nous allons, de ces différentes interviews, faire un film, soit DVD, soit clé USB, que nous adresserons à tous nos adhérents. Il nous faut continuer à être vigilants parce que nous sommes tous et toutes des personnes à risque, compte tenu de notre âge, compte tenu également de nos différentes pathologies, et que nous ne savons pas l'issue de cette pandémie. Cependant, nous avons décidé avec tous nos bénévoles, et nous sommes une cinquantaine de bénévoles, à reprendre les après-midi détente, en particulier à Herminis, à Rustique, à Cuxac, Cabardès, à Roufiac, mais à Tuchan également, mais Ginestas ne reprendra pas, en tout cas pas de la même façon. Nous avons également le projet d'ouvrir un après-midi détente sur Périade-Minervois. Et les réunions de famille aussi reprendront. Nous vous donnerons l'ensemble des dates que nous avons déjà préparées. Il faudra cependant être très vigilant, porter des masques et suivre les différents règlements, les mesures barrières. Voilà. Se laver les mains fréquemment, être un peu à distance. Mais je pense qu'en étant un petit peu prudent, nous pouvons recommencer nos activités. De même, Madame Line Berbizier va recommencer ses activités de formation à l'automne. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous demande d'être prudent et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors si vous voulez, j'ai commencé ça assez tôt en fait, parce que j'ai commencé en 2010 à faire des stages de théâtre pour les aidants. Et là j'ai aussi beaucoup appris, parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont tous raconté leurs problèmes, leurs difficultés, comment faire ceci, comment faire cela. Et j'avais longtemps auparavant, je m'étais occupée d'étudiants qui préparaient des oraux, et en fait le problème était de les déstresser. Et donc, j'avais fabriqué un sort de protocole pour déstresser ces étudiants qui était de 3 fois 1h30. Et donc, j'ai décalqué ce protocole pour les aidants. Parce qu'en fait, ils ont besoin d'être déstressés. C'est vraiment ça le plus important. Voilà. Et donc, j'ai fait ça depuis 2010. Donc, ça fait maintenant quand même pas mal. Et c'est là où j'ai eu beaucoup d'informations. Par exemple, l'homme qui tartine une éponge, c'est pas une histoire qui m'est arrivée personnellement, mais je comprends, je sens comment ça se passe. Donc c'est quelqu'un qui m'a raconté ça dans un stage de tête pour les aidants qui avait lieu à Lorient. Donc c'était pas. Donc à la fois mes histoires personnelles et les histoires des autres se mélangent parce qu'en fait ce sont les mêmes choses qui sont en jeu, ce sont les mêmes émotions, les mêmes nécessités. Et la première nécessité, c'est de rendre à la personne son sentiment de sécurité. Et ça, c'est à la fois simple et difficile. Voilà. Quand vous parlez de la personne, vous parlez à la fois de l'aidant, mais à la fois du proche malade. Mais oui, du proche malade, parce que c'est lui qui a le problème. Donc l'aidant va aussi avoir le problème, mais son problème à lui, c'est de résoudre les problèmes de celui qui est malade ou de celle qui est malade. Puis une fois qu'il a résolu les problèmes de celui ou celle qui est malade, il n'a plus de problème lui-même. Enfin, c'est là la difficulté.
Donc ce qui est important, c'est qu'à travers moi les aidants, j'atteins les malades. C'est ça le... Parce que si un aidant est malheureux, s'il s'énerve, s'il se met en colère, s'il se fâche, et ben celui qu'on n'entend pas qui est malade, il est 2 fois plus malheureux. Voilà. Ou 3, ou 4. Il n'y a pas de limite, parce que si vous voulez, la personne malade, par définition, ne peut pas se défendre contre le stress. Ça, il faut vraiment comprendre ça. Elle ne peut pas du tout se défendre contre le stress. Elle a perdu les moyens de défense qu'on a tous plus ou moins, on se défend. Bon, il y en a qui se défendent bien, d'autres qui se défendent moins bien, mais tout le monde arrive à se défendre contre le stress. Eh bien, quelqu'un qui est malade ne peut pas du tout se défendre contre le stress, et il a déjà un premier stress, c'est qu'on l'a mis dans une catégorie d'une maladie bizarre, laquelle personne ne comprend pas forcément grand-chose, et donc il est déjà stressé de l'entrée de jeu. À partir du moment où il est diagnostiqué, déjà on ne regarde plus pareil, on se dit voilà, qu'est-ce qu'il va faire, des bêtises, voilà, donc il est déjà stressé. Donc, alors du coup étant stressé, eh ben, l'aidant est stressé encore plus parce qu'il ne sait pas comment faire, on ne lui donne pas de mode d'emploi. On ne lui donne pas de mode d'emploi et on en donnait encore moins avant. Moi je trouve que maintenant, il y a quand même, on trouve beaucoup de choses. Il y a quand même, moi, le premier livre que j'avais trouvé, c'était justement Alzheimer, mode d'emploi, c'est le livre de Jean-Pierre Polydore, que je continue à recommander parce que je trouve qu'il y a quand même des choses. Au moins il y a des choses. Il y en a où il n'y a rien. C'est-à-dire, on prend le livre et après on peut le jeter parce qu'il n'y a rien à prendre, mais rien. Sauf des histoires pas sympas quand même. Donc ces histoires pas sympas, moi ça ne m'a jamais intéressé. Voilà. Donc les gens qui s'en sortent mal, ils éprouvent souvent le besoin d'écrire des livres pour dire ah, vous voyez, c'est horrible cette maladie, c'est horrible. Bon, une fois qu'on vous a dit ça, c'est horrible, vous êtes avancé à rien. Donc non. Non, c'est une maladie, elle est comme elle est, elle a des aspects positifs aussi. Et moi j'ai découvert ça après. Au début, j'ignorais totalement qu'il pourrait y avoir des aspects positifs dans cette maladie. Mais il y en a, voilà. Alors j'en parle aussi de ces aspects positifs. C'est que la personne, à la fois, elle ne peut pas se défendre contre le stress, ne peut pas se défendre contre les critiques. Donc, lui faire des reproches, ça ne sert absolument à rien du tout. Mais à ce moment-là, moi je dis aux gens, quand je fais des conférences, je me mets, je dis, et là dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de recevoir des reproches, qui lève le doigt? Eh bien, les gens se regardent à droite, regardent à gauche, regardent qui lève le doigt. Personne ne lève jamais le doigt. Personne n'a envie de recevoir des reproches. Et quelqu'un qui a mal à Alzheimer, il a encore moins envie de recevoir des reproches parce que déjà, si tu lui fais un reproche, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas se défendre, il peut dire mais non, je ne suis pas d'accord, je ne sais pas où sont mes chemises parce que tu les as changées de place, il ne peut rien faire, il ne peut rien dire. Voilà. Donc il faut, alors, comme j'ai dit aux gens, première chose, jamais dire non, jamais faire de reproches. Faites que ça. Et regardez ce qui se passe. C'est ce qui est déjà très difficile. Eh bien, c'est difficile parce qu'on ne voit pas le bénéfice. Si vous voulez, vous savez, dans la vie, il y a toujours un prix à payer si on veut quelque chose. Hein. Vous voulez jouer du piano, ben, vous devez vous farcir les gammes. Voilà. Moi, j'ai essayé de jouer du piano sans faire de gamme. Ben, je n'ai pas été très loin. Voilà, c'est tout. J'ai réussi à faire des choses, mais je n'ai pas été très loin. Je n'ai pas voulu payer le prix de faire les gammes. Si vous voulez, je ne sais pas, faire du vélo, il faut apprendre à monter dessus. Enfin, n'importe quoi vous voulez faire dans la vie, il n'y a rien de facile. Mais ou vous avez un bénéfice qui vous intéresse, ou vous avez un bénéfice qui ne vous intéresse pas. Si ça ne vous intéresse pas, aucune raison de faire un effort. Mais si vous êtes intéressé, si vous pensez que votre vie peut devenir agréable, facile, eh ben, ça vaut le coup de faire un effort. En tout cas, de faire un essai. Moi, je dis aux gens, faites un essai. Alors, une dame me dit, voilà, j'étais chez ma mère en week-end, et pour une fois, j'ai arrêté de lui dire non. Incroyable! Mais elle a changé de caractère. Elle n'a pas changé de caractère. Elle s'est dit, tiens, voilà quelqu'un qui ne critique pas, donc elle a pu se détendre un peu. C'est juste aussi bête que ça, c'est simple. Donc, si vous ne l'essayez pas, vous ne saurez pas si ça fait une différence. Et non, dans cette maison où nous sommes, là, qu'un jour, avec mon mari, je lui dis, sois gentil, parce que j'aime bien, j'ai fait ceci pour moi, j'ai remarqué quand je dis fais ça pour moi, ça me faisait toujours très plaisir. Donc, je lui donne le sécateur, je dis, il faut couper des chardons, il coupe des chardons, et puis à un moment donné, il coupe le rosier. Bon, je n'ai pas regardé, je regardais à côté, et je me suis mis à lui crier dessus. Parce que j'étais furieuse que mon rosier, qui était là depuis 3 ans, quoi, il était par terre, voilà. Et j'ai pas compris. Et c'est là que après, en réfléchissant, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait la maladie d'Alzheimer. C'était que les chardons, ils étaient verts, ils étaient piquants, ils étaient hauts comme ça,
Et le rosier, il était vert, il était piquant, il était haut comme ça parce qu'il n'y avait pas de rose. Donc moi je savais que c'était un rosier, mais lui non. Donc il a confondu deux choses qui se ressemblent. Et ça c'est vraiment un truc qu'il faut savoir. Quelqu'un qui a Alzheimer va confondre deux choses qui se ressemblent. Voilà. Qui se ressemblent beaucoup, et plus la maladie avance, plus la ressemblance, elle va être difficile à retrouver. Mais lui, il la voit. Il va trouver qu'il y en a une. Et il y en a une, en fait, effectivement. Il y en a une. Mais voilà, il faut comprendre que c'est ça. Donc c'est la confusion des repères. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une histoire de mémoire. La mémoire, on s'en fiche complètement. Ça n'est pas intéressant du tout. C'est une histoire de repères. Deux choses qui se ressemblent se confondent. Par exemple, une porte et une autre porte. Et là, c'est très important de le savoir parce que ça a des conséquences énormes. Donc, qu'est-ce qui va arriver là où le drame peut arriver? Moi, là où je vois que le drame va arriver, je bouche le trou. Je mets un mur devant. Je ne veux pas de drame. Je ne veux pas une vie pourrie du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, il y a un moment donné où deux portes vont se confondre. La porte des toilettes et la porte d'entrée de la maison. Parce que c'est des portes. Bon, évidemment, il y a un endroit où la porte d'un placard et la porte des toilettes. Donc il va ouvrir le placard, il va grogner dans le placard parce qu'il a confondu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on lui dit « Ah, mais nanana », ça ne sert à rien du tout, parce qu'il ne va pas comprendre, parce que ça ne rentre pas dans son système de pensée mathématique. Par contre, il faut prendre une clé et mettre une clé au placard. On ferme la clé, comme ça il ouvre la porte, le placard ne peut pas, donc que la porte des toilettes, elle s'ouvre. Vous voyez? Donc à chaque fois qu'il y a une éventualité d'un drame qui peut arriver, il faut lui couper l'arbre sous le pied tout de suite. Il ne faut pas attendre. Pas du tout, il ne faut pas attendre. Ou alors je vois par exemple qu'on a des très belles assiettes avec des fleurs dessus, et à un moment donné, il a fini ses betteraves, je sais pas quoi, et il essaye d'attraper avec sa cuillère et sa fourchette, il essaie d'attraper la fleur qui est sur le bord de l'assiette, mais qui est dessinée. Elle est bien dessinée, elle est jolie, donc il veut l'attraper, il croit que ça se mange. Si je lui dis, t'es un idiot, tu vois pas que c'est une fleur, là c'est bon. Le drame, tchouk tchouk tchouk, dedans tout de suite, hein, on n'a pas besoin de 2 secondes, 1 seconde c'est fait. Eh bien j'ai enlevé les assiettes à fleurs et j'ai mis des assiettes blanches. Surtout au début, à l'annonce du diagnostic, souvent les aidants sont soit dans un refus, un déni, soit dans la confusion. Et comment... Mais dans la confusion, c'est normal, parce qu'on vous dit que c'est une maladie à laquelle personne ne comprend rien, et on ne vous donne aucun mode d'emploi. Attendez la confusion, mais c'est normal, on ne sait pas où aller. Moi, je ne savais pas où c'était que ça se passait, je ne savais rien au début. Moi, j'ai paniqué bien plus au début qu'après, parce que je ne comprenais rien. Et quand j'ai compris que je lui crie dessus, et que le lendemain, il me demande comment tu t'appelles, ouh, je me suis dit là, j'ai pas intérêt à lui crier dessus une autre fois, hein, parce que moi j'ai pas envie qu'il me demande comment tu t'appelles. Ça me plaît pas. Comprenez? Je m'appuie sur moi. Ça ne me plaît pas. Donc je ne veux pas quelque chose qui ne me plaît pas, donc je ne vais pas lui crier dessus. Voilà, les gens qui disent, mais je peux pas m'en empêcher, je m'énerve. Alors oui, et ben écoutez, et ben alors vous avez le drame qui va avec, voilà. Donc vous voulez ce drame. Moi personnellement, j'en veux pas ces persos. Hein. Moi j'ai jamais aimé ça. Il y a des gens qui finalement apprécient le drame, ils apprécient de s'énerver, de crier, ils se sentent exister. Ah, et puis vous avez toujours dans les couples ce truc extraordinaire, vous savez qu'on voit dans Molière, dans par exemple le début du Médecin malgré lui, vous avez la plus fantastique scène de ménage qui est toute la même. C'est moi qui ai raison, tu as tort, toi t'es pas bien, moi je suis bien. Voilà, bon alors, on peut vivre comme ça toute sa vie, hein. Toi t'es pas bien, moi je suis bien. C'est un choix dans la vie. Moi, je ne lui considère pas du tout que mon mari est un imbécile parce qu'il a la maladie d'Alzheimer. Il n'est pas dans ce coup devenu idiot. Hein. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est très étonnant, c'est que la réflexion prend d'autres chemins. Et que l'intelligence prend d'autres chemins. Et que l'attention prend d'autres chemins. Et je vous donnerai par exemple un exemple que je trouve extraordinaire. Vous avez vu ce grand jardin, vous avez vu toutes les pierres qu'il y a dedans. Un jour, je déplace une pierre. J'ai mis ça dans la pièce de la confusionniste. Une petite pierre, grande comme ça. Je l'ai mise sur un mur. Ça m'aidait à attacher à une ficelle qui attachait le rosier. On ouvre la porte et dit « Qui c'est qui a mis une pierre là ?» Mais qui peut voir qu'il y a une pierre là? Que lui, pourquoi? Parce que je suppose que son cerveau, j'en sais rien, je ne sais pas, a photographié le jardin et que d'un seul coup, la photo ne correspond pas à ce qu'il voit. Et que donc, il y a un truc qui n'est pas le même. Et c'est avec ça, je me suis heurtée plusieurs fois. Notamment, je raconte ça, cette histoire aussi dans un de mes livres.
j'avais la flemme d'aller à la pharmacie lui acheter la mousse à raser à laquelle il avait été habitué. Parce qu'il fallait aller à la pharmacie, il n'y en avait pas au supermarché, alors c'est vraiment bêté. Bon. Donc je prends un truc qui ressemble. Pour moi, ça ressemble, c'est la mousse à raser. Mais pour lui, pas du tout. Ça, il ne la reconnaît pas. Je lui dis, c'est la mousse à raser. Il me regarde, l'air de dire, c'est toi qui te dis, mais bon, non, ce n'est pas. Et non, il n'a jamais reconnu. Alors je l'ai peinturluré, j'ai mis du bleu, j'ai changé la marque, j'ai rien à faire. Et quand j'ai acheté la vraie, hop, il l'a reconnu, il a pu se raser avec. Donc, ça a des caractéristiques de la maladie, mais il faudrait les connaître, il faudrait les expliquer aux gens. Mais si les gens ne les connaissent pas, on ne leur dit pas. Donc du coup, ils vont se retrouver avec des conflits auxquels ils ne vont rien comprendre. Comment ça, je lui donne sa mousse à raser, il ne veut pas s'en servir. Non mais, quel caprice, il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Ah là là, quelle horreur. Et puis alors quand vous dites ah là là, quelle horreur, vous allez toujours trouver des gens qui disent ah là là, quelle horreur. Et alors il y a le cas de ma tante, alors ce qu'elle a fait, et vous ne savez pas quoi, et le cousin de ma voisine, alors c'est encore plus affreux. Et là, on peut s'amuser à faire le concours du pire. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, quel conseil vous donneriez à une famille qui a appris la maladie et qui est très désemparée? Au début, on est très désemparé. Vous dites qu'il y a des échecs, il y a des erreurs. Il faut en passer par là pour pouvoir progresser. Oui, non, mais si on explique au départ, on n'est pas obligé de les faire les erreurs. Moi, c'est ce que je fais aux gens quand je leur explique tout. Deux choses qui se ressemblent peuvent se confondre. Donc, faites attention, quand vous voyez qu'un truc se confond avec un autre, il faut faire disparaître un des deux. Si vous laissez les deux, ça va toujours faire... Par exemple, quelqu'un, sa femme, elle prend le café, et au lieu de mettre du café en poudre, du café moulu, elle met le café en poudre, ou le contraire. Enfin, donc il y a deux cafés, il y a le café en poudre et le Nescafé. Donc là, si c'est elle qui fait le café, c'est café, donc elle peut mettre le café en poudre à fondre dans une tasse, ça ne va pas fondre, c'est pas du Nescafé, ou le Nescafé dans la machine à café, ça va la coller, ça ne va pas marcher. Donc, il n'y a pas à lui expliquer, parce qu'elle ne peut pas mémoriser ces repères-là. Les repères sont perdus, vous voyez? Donc il faut s'adapter, c'est-à-dire où je mets le café en haut, qu'elle ne peut pas l'attraper, l'un ou l'autre, et comme ça, elle sait faire un café. Et elle est contente de faire le café. Parce que ce qui est très important, c'est que la personne puisse faire quelque chose, sans se mettre en échec elle-même, sans se trouver embêtée. Ça demande quand même, Madame Romanov, ça demande quand même une souplesse intellectuelle où on ne reste pas en tant qu'aidant sur ses propres souffrances, mais on se met... Mais il n'y a pas de souffrance. Alors là, de l'aidant. Il n'y a pas de souffrance. À partir du moment où vous faites ça, la souffrance, elle s'en va. Absolument. Parce que vous êtes actif, vous contrôlez la situation, vous comprenez ce qui se passe et vous faites ce qu'il faut. Donc la souffrance, il n'y en a plus. Donc c'est quand même pas pareil. Mais pour ça, il faut un certain nombre d'explications. Si ces explications, vous ne les donnez pas, c'est pour ça que moi, je passe beaucoup de temps à les donner à plein de gens, parce que c'est trop bête de ne pas les avoir. Parce que c'est trop bête, les gens, ils ne sont pas idiots, ils comprennent. On leur dit, si vous criez sur la personne, ça augmente son sentiment d'insécurité, son angoisse, du coup elle va devenir, eh ben, vous n'avez pas envie de faire ça, donc ne le faites pas. C'est aussi simple que ça. L'histoire de deux choses qui se confondent. C'est vraiment la vie quotidienne, elle est là. Deux choses, une assiette propre, une assiette sale. Une cuillère à café propre, une cuillère à café sale. Donc, vous voyez, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Sinon, vous allez retrouver la cuillère à café sale dans le tiroir. Et là, si vous vous énervez, c'est juste le drame. Vous ouvrez la porte au drame. Bonjour le drame, rentre ici, viens me voir. Vous fermez la porte, non? Et vous trouvez une autre façon de ranger vos cuillères ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pas un drame, c'est que la personne qui a Alzheimer confond deux choses qui se ressemblent. Voilà. Elle va confondre un pull et un autre pull, une chaussure et une autre chaussure, la chaussure droite, la chaussure gauche, les chaussons et les chaussures, parce qu'après ça se ressemble, les chaussons et les chaussures, ça se met sur les pieds, vous voyez. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? Quand le matin, je lui enlevais ses chaussons, je les faisais disparaître tout de suite. Il ne faut pas qu'il les voie, et à ce moment-là, il met les chaussures. Si on laisse à côté, il va mettre une chaussure, ça ne va pas le déranger. Une chaussure, un chausson, parce que ça va sur les pieds. Donc deux choses qui se ressemblent se confondent. Ça fait beaucoup de choses qui se ressemblent dans la vie quotidienne. Donc en fait, il faut faire disparaître énormément de choses. Et au fur et à mesure... Au fur et à mesure, voilà. Au fur et à mesure. Mais quand on a compris le truc, quand on a compris... C'est un truc.
Si vous avez compris ce truc-là, mais déjà vous avez 100 000 problèmes en moins. Mais le fait de comprendre, je reviens là-dessus, Oui. le fait de comprendre n'est pas aussi facile pour Mais tout quand le on vous monde. l'explique, si vous voulez, moi personne ne me l'a expliqué. Moi je l'ai Vous compris. l'avez découvert toute Ben seule. oui, parce que j'ai pris des... Quand il me dit comment tu t'appelles, je me dis zut, j'ai crié dessus moi. Ben, j'ai plus jamais crié dessus, j'ai compris que c'était vraiment lié. Mhm. Donc, quand on voit un chardon et un rosier qui sont... Hein, on comprend deux choses qui se ressemblent. Et après, on peut l'observer, mais tout le temps, tous les jours, il y a 18 choses qui se ressemblent. C'est fou le nombre de choses qu'on manipule dans la journée. Bon, une porte et une autre porte, c'est très très important l'histoire de porte. Mhm. C'est fondamental. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on vit avec quelqu'un qui a Alzheimer, moi je le dis, je répète, mais personne n'écoute, ça je peux vous le dire, personne. Non, personne. À un moment donné, quand les portes se confondent, il faut mettre un code à la porte. Un code à la porte de façon à ce que la porte ne puisse jamais s'ouvrir de l'intérieur. Voilà, la sécurité. Alors j'ai eu du mal avec le serrurier qui comprenait rien. Il me dit, ah vous faites ça parce que comme ça, si un cambrioleur qui veut cambrioler, il ne pourra pas sortir. Je dis, mais non, je ne fais pas ça pour ça, je vous explique. Mon mari a Alzheimer, il ne faut pas qu'il sorte sans que moi je le sache. À partir évidemment d'un certain stade. Au début, il sortait tout seul, il allait faire des courses tout seul, il faisait énormément de choses. Il allait tout seul se promener au parc avec la clé dans sa poche, il savait ouvrir la porte, il savait faire plein de choses. Mais à partir d'un certain moment, il se passe qu'il ne sait plus. Pendant un certain temps, il allait chercher de l'argent à la banque, ça lui plaisait beaucoup. Il faisait son code, je lui disais voilà, tu vas chercher de l'argent, il cherche. Et un jour, il me dit c'est incroyable, ma carte elle a disparu alors je me suis trompée sur un seul chiffre. Il était furieux contre la banque. Bon, parce qu'il ne comprenait pas, vous voyez, qu'un seul chiffre, ça suffit pour que la carte elle disparaisse. Donc ça ne sert à rien de l'expliquer. Donc à ce moment-là, la solution, c'est que sa carte bleue doit disparaître. Alors comment faire? Je te prends ta carte? Non, ça ne va pas du tout. On va la renouveler et quand elle arrive, elle disparaît dans un tiroir et après, je coupe en morceaux, il n'y en a plus. Comment on fait disparaître la voiture? Donc il y a des gens... Oui, ça c'est un problème. Et il y a des gens qui arrivent à faire des choses épouvantables, mais des choses atroces, vous savez ce qu'ils font? Ils vont chercher les flics, ils demandent une autorisation au préfet, et vous avez des gendarmes qui arrivent chez le bonhomme, qui est tout seul à ce moment-là, pour lui confisquer sa voiture et son permis de conduire. Et attendez, ils viennent vraiment... Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après? La révolte. Le malade, il a mordu une gendarmette à la cheville. Pourquoi la cheville? Parce qu'il était par terre. Vous vous rendez compte? Donc il est plaqué au sol. Mais c'est pas se conduire comme des êtres humains. Et c'est la famille qui déclenche ça. Bonjour les familles, bonjour les familles. Il y a des familles qui, c'est pas une histoire de ne pas comprendre, ça c'est vraiment un manque d'humanité basique, quoi. Alors je vous raconte une autre histoire, parce que j'adore les histoires. Parce que je trouve que les histoires, ça permet de saisir les choses. Donc là, je fais un stage toujours de théâtre pour les soignants, parce que je suis pour les soignants dans un hôpital. Et je vais faire des improvisations de théâtre. Donc dans l'improvisation, les gens ils sont préparés, il y a une psychologue qui arrive dans une chambre où il y a une patiente qui est assise par terre. Elle lui dit, au lieu d'annoncer, qu'est-ce que vous faites là? Alors la dame dit, ben voilà, je suis là parce que j'attends l'autobus pour aller voir ma sœur. Bon, c'est le début. Et qu'est-ce qu'elle répond, la psychologue? Mais il n'y a pas d'autobus dans votre chambre. Mais à qui elle parle? À qui elle parle? Elle sait très bien que cette dame est hospitalisée parce qu'elle a Alzheimer, et elle lui parle comme si elle n'avait pas Alzheimer. Donc c'est ça le piège, le premier, qui est terrible. Parler à quelqu'un qui a Alzheimer comme s'il n'avait pas la maladie. Là, on est sûr qu'on tombe à côté. Il vaut mieux. Je dis, mais ne dites pas ça, ça n'a pas de sens. Bien sûr qu'il n'y a pas d'autobus, tout le monde est d'accord qu'il passe dans la chambre. Mais elle est là, cette dame, elle a réfléchi. Elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas bien. Si j'allais voir ma sœur, ça irait mieux. Comment faire pour aller voir ma sœur? Pour aller voir ma sœur, il faut que je prenne l'autobus. Je ne sais pas où est l'autobus, je m'assois là par terre pour attendre l'autobus. Peut-être au départ, elle l'a attendu debout, puis après, elle était fatiguée, elle s'est assise par terre. Voilà, c'est ça la situation. Mais lui parlait comme si elle n'avait pas Alzheimer, mais alors elle ne serait pas à l'hôpital, alors il n'y aurait pas le problème. Et vous, comment vous lui parleriez à cette cette dame? Justement, elle me dit, qu'est-ce que vous... Eh ben alors, je ne sais pas quoi dire. Eh bien, je lui dis, dites rien. Franchement. Vous ne savez pas quoi dire, ne dites rien. Vous ne savez pas quoi dire, mais vous dites rien, vous restez là, vous attendez. Et peut-être quelque chose viendra de la part de cette dame. J'en sais rien, moi je ne la connais pas, c'était une improvisation de théâtre.
Mais peut-être elle va dire quelque chose, ou vous pouvez peut-être vous asseoir à côté d'elle, par exemple, pas forcément. Ou vous dites, écoutez, moi c'est froid par terre, je préfère m'asseoir sur le lit, par exemple. Et donc l'autre va dire, bah oui, c'est vrai, c'est froid par terre, moi aussi je vais sur le lit. Tout peut arriver, mais si vous commencez à lui parler comme si elle n'avait pas la maladie, vous êtes sûr que vous arrivez tout droit dans le drame. Mais tout droit, il y a pouf, hop, la porte est là, ah ça y est, voilà le drame. Donc, parler à quelqu'un qui a Alzheimer, ça demande véritablement un effort de langage, c'est-à-dire qu'il faut essayer de lui dire quelque chose qu'il va comprendre. Alors peut-être, votre sœur, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, j'en sais rien. Moi, je ne sais pas du tout ce que je ferais. Mais en tout cas, je ne vais pas lui dire, il n'y a pas d'autobus dans votre chambre. C'est entrer dans l'histoire de l'autre, dans ce qu'il est en train de vivre. C'est pas seulement son histoire, c'est son vécu. C'est pas une histoire qu'on raconte, c'est elle veut aller voir sa sœur parce qu'elle pense que sa sœur, c'est quelqu'un qui peut lui faire du bien. Parce que tous ces patients, ils sont affreusement à la recherche d'un sentiment de sécurité. Donc, à un moment donné, mon mari était hospitalisé pour des raisons nulles. 48 heures d'hôpital, il est revenu comme un zombie total, vraiment total. Eh bien, si vous voulez, à ce moment-là, quelles sont les idées qui lui sont venues? Il voulait aller voir son père. Parce que son père, c'est quelqu'un qui l'aurait protégé ou qui l'aurait sorti de ce cauchemar où il s'est retrouvé. Mais son père était mort depuis 50 ans. Alors il y a des gens qui vont lui dire, ah, mais ton père il est mort depuis 50 ans, je peux te montrer le certificat de décès. Alors là, c'est le prix de la bêtise. C'est faire appel à une rationalité qui n'est plus là. Mais non, parce que justement, et c'est ça qui est bête. Ce qui est bête, c'est de parler à quelqu'un qui a Alzheimer comme s'il n'avait pas cette maladie. C'est quand même, cette maladie, elle est là, elle existe, elle s'exprime, elle se montre, elle se voit. Elle ne se voit pas sur le visage, elle se voit dans les demandes, et son père. Pourquoi il veut voir son père? Parce qu'il y en a d'autres qui veulent voir leur mère, peu importe. Ou elle voulait voir sa sœur pour se sentir bien. Donc comment faire que cette personne se sente bien? C'est ça sa demande. Alors moi je dis, bah, la psychologue, je ne sais pas, propose-lui un chocolat chaud, je ne sais pas, un truc, une banette à la vanille. Moi je suis aussi pour les banettes à la vanille. Bon, mais oui, parce que ça, je trouvais que ça marchait, en tout cas sur mon mari, c'était magique. Bon, quelque chose qui va le faire se sentir bien. Ou viens, on va faire un tour, ou je ne sais pas moi, mais n'importe quoi qui va le faire se sentir bien. Et à ce moment-là, on s'approche de la demande de la personne qui est de retrouver un sentiment de sécurité. Ou alors on lui dit, tout va bien, moi je faisais ça, tout va bien, tous les soucis sont pour moi. Ceux qui correspondaient à la réalité quand même. Donc tout va bien, t'as pas de soucis à te faire, tous les soucis sont, ah, ça me soulage beaucoup ce que tu me dis. Ah, je suis contente. Et à ce moment-là, quand vous étiez dans cet accompagnement et cette attention de presque tous les instants, comment vous arriviez, vous, à vous restaurer, à vous ressourcer? Le seul fait d'être dans cette... Alors moi je dis ça, non. Parce qu'encore une fois, vous voyez, je suis très choquante quand je parle. Parce que si on a besoin de se ressourcer, c'est qu'on fait quelque chose qui vous est pénible, qui vous fait souffrir. Moi j'avais beaucoup de plaisir à m'occuper de mon mari, surtout à réussir des trucs. Moi j'adore réussir des trucs. Moi j'étais très contente et très fière de moi. Chaque fois que je trouvais un truc, je trouvais ça trop bien, c'était trop génial. Donc, j'étais très contente de moi, me ressourcer d'où? De quoi? En plus, moi, j'ai continué à travailler pendant tout ce temps-là, parce que ce que je vous raconte, c'est des petites séquences, mais le restant des jours, ben, ça se passait bien. Peut également vous objecter qu'il n'y a pas deux malades qui se ressemblent. Oui et non. Moi, j'entends toutes les histoires que les gens me racontent, comment je les comprends. Parce que cette histoire de confondre deux choses qui se ressemblent, ça, c'est vraiment le cas de tous les malades d'Alzheimer. Bon. Le fait de perdre toutes les capacités cérébrales les unes après les autres, parce que par exemple, l'histoire de la lecture, c'est quelque chose de très intéressant, parce que la lecture reste active très longtemps. Et à ce moment-là, il faut faire lire le malade à haute voix. C'est une chose fondamentale, importante, colossale, que personne ne sait et que personne ne fait. Donc moi, quand j'avais une orthophoniste qui venait, surtout ne lui posez pas des questions à la noix, qui lui mettent le cerveau en pataquès, vous asseyez là, vous dites rien, et lui, il lit quelque chose et vous écoutez. Les orthophonistes savent bien écouter, ça, il faut dire. Et donc, il lisait pendant 1 heure un bouquin. Et s'il se trompe, surtout, évidemment, ne le corrigez pas.
La séance s'est passée comme ça, et après l'orthophoniste me dit, maintenant je fais avec ce malade à c'est extraordinaire ce que ça marche. Parce que du coup, les gens, ça leur rend leur sentiment de sécurité. Ils arrivent à faire une chose qui est appréciée par une personne extérieure en plus, qui n'est pas forcément sa femme, hein, et ils sont très très contents. Et ça, c'est très important. Et ça coûte rien. C'est juste le fait de prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire de l'autre côté de qu'on croit qu'est-ce qui est bien. Parce que les gens ils croient que ce qui est bien, c'est de poser des questions, de montrer les photos, et là tu reconnais qui, c'était qui, c'était qui. Ça, c'est de la torture mentale. Ça suppose de changer de paradigme. Complètement. De prendre tout à l'envers. Et prenez tout, vous renversez. Voilà, et vous me dites, ça c'est accessible à tout le monde. Et oui, il suffit de le faire. Je suis ravie de l'entendre parce que c'est vrai qu'a priori, et c'est un a priori, je le reconnais, je ne pensais pas que cela puisse être possible. Et oui, par exemple, je prends un autre exemple, c'est toujours intéressant l'exemple. Donc mon mari se levait la nuit pour aller aux toilettes, et il avait une lampe de poche qui était dans son tiroir de table de nuit. Donc, et la nuit, j'entends qu'il tire le tiroir, et le tiroir fait boum boum boum, ça me réveille. Voilà. Je me dis, mince, si je lui dis tu fais du bruit, ça sert à rien, ça je sais, je ne vais pas le dire. Donc qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire? Le lendemain, j'ai l'intuition. J'enlève le tiroir, je pose la lampe de poche sur la table de nuit. Je ne suis plus jamais réveillée la nuit par le tiroir. Donc, moi j'appelle ça la politique de la disparition. Tout ce qui pose problème, il faut le faire disparaître. Mais plus on observe, plus on va éviter les drames. Parce que sinon, on se fait manger. Mais dans la vie, c'est pareil. Hein. Les drames, ils attendent que ça pour nous bouffer. Hein. C'est pas, moi, je ne suis pas bisounours, tout va bien, madame la marquise. Hein. Non, non, le pire peut tout le temps arriver. Donc, on sait que ça peut arriver, donc, eh ben, on fait ce qu'il faut pour pas que ça arrive.